Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'occasion du 25e anniversaire de la télévision suisse romande que nous célébrons cette année, nous vous avons déjà proposé plusieurs émissions consacrées à divers aspects de la télévision, notamment un reportage en forme de réflexion sur le problème de la violence à la télévision. Jeudi dernier, Claude Smadja et Yvan Butler, vous vous en souvenez certainement, nous ont présenté le portrait d'une chaîne de télévision américaine, la chaîne ABC, la première chaîne aux États-Unis, c'est-à-dire l'exemple d'une télévision dont les responsables ont pour objectif prioritaire, pour ne pas dire unique, d'obtenir par tous les moyens le taux d'écoute le plus élevé et ainsi le meilleur profit financier possible. Eh bien, cette semaine, avec le portrait de la télévision soviétique réalisé par Jean-Philippe Rapp et Roger Burkhardt, c'est une conception totalement différente de la télévision que nous vous proposons, une autre manière d'envisager le rôle du petit écran dans notre société. Ce n'est en effet là-bas, en Union soviétique, ni le règne de la publicité, ni celui de la course au taux d'écoute, mais tout simplement celui d'une information, au sens large du terme, mise au service du pouvoir politique et de la collectivité. Comme le reconnaissent eux-mêmes les dirigeants soviétiques et les responsables de la télévision, celle-ci a un rôle particulier à jouer, non seulement pour informer le téléspectateur, mais pour mettre en valeur la politique du Parti communiste et contribuer ainsi à l'éducation et à la formation des citoyens. D'où l'intérêt du reportage de Jean-Philippe Rapp et Roger Burkhardt, un reportage réalisé, vous allez le voir, à Moscou et en Asie centrale, dans des studios, vous le verrez également, qui ne pratiquent pas le débat en direct, c'est-à-dire le genre de choses que je fais maintenant. L'équipe de temps présent a-t-elle pu tourner librement, se demandent certainement nombre d'entre vous en ce moment. Eh bien oui, relativement librement, compte tenu bien sûr de l'encadrement existant toujours dans un pays comme l'Union soviétique, et ce n'est pas le seul, lorsqu'arrive une équipe étrangère de télévision. Mais en fait, à l'occasion de la réalisation de ces deux reportages, ce sont finalement Claude Smadja et Yvan Butler qui, à l'occasion du reportage qu'ils ont fait la semaine dernière, se sont peut-être heurtés aux plus grandes difficultés pratiques, les syndicats américains étant extrêmement stricts et intransigeants sur ce qu'il est possible à une équipe étrangère de filmer ou pas. Cela dit, regardez maintenant ce qu'est la télévision soviétique. Moscou, janvier-février 1979. Comme à l'accoutumée, des milliers et des milliers de personnes se déplacent à pied. Un monde étrange où il est difficile de pénétrer, un univers de contrastes. Cette ville compte 8 millions d'habitants et chaque jour s'y ajoute 1 million de visiteurs. Une capitale à l'image du continent qu'elle domine. Un continent fait à la fois de réserve, de mystère, d'hospitalité et de silence. Mais comment ces gens peuvent-ils communiquer entre eux? Et quel rôle joue la presse dans tout cela? Lénine disait dans ses œuvres complètes au tome 4, le rôle de la presse, c'est d'être non seulement un propagandiste collectif et un agitateur politique, mais encore un organisateur. Propagandiste, agitateur, organisateur, des mots qui ne sont pas familiers en Occident quand on parle de la presse. Pour Lénine, à qui des milliers de gens rendent hommage chaque jour en son mausolée, ils avaient tout leur sens. Pour lui, la presse doit faire en sorte de promouvoir les actions d'ensemble et les mots d'ordre du parti unique, de signaler toutes les contradictions du système capitaliste
est de contribuer à l'éducation de l'ensemble du peuple. La presse doit être un instrument univoque au service de l'État. Elle aura une fonction précise et active dans l'élaboration d'une certaine forme de société. La télévision, bien entendu, participe de la même conception. Elle appartient à l'État et reflète sans équivoque le point de vue gouvernemental. Plus et mieux que les journaux encore, elle peut chaque jour pénétrer dans un grand nombre de foyers soviétiques. Elle se veut un lien qui renforce le consensus général à travers sa vision du monde, de la culture et même du sport. Nous sommes ici dans l'appartement d'un jeune couple de conditions moyennes. Il dispose d'un logement de 2 pièces et cuisine pour 3 personnes. La surface est d'environ 35 mètres carrés. Madame Marina Kopetchev travaille dans un laboratoire de recherche. Actuellement, elle est en congé de maternité. Monsieur Kopetchev travaille dans le même laboratoire. Combien de temps regardez-vous la télévision ? Comme nous avons un petit enfant, nous n'avons guère la possibilité de sortir. Donc nous regardons beaucoup la télévision. Nous écoutons par exemple les nouvelles de l'étranger. Ça dépend, nous regardons un jour plus, un jour moins, disons 2 ou 3 heures. Est-ce que vous vous intéressez également aux problèmes d'information ? Ce que j'aime beaucoup, entre autres, c'est le téléjournal qui s'appelle ici Vremya. Et pourquoi est-ce que je l'apprécie? C'est parce qu'on peut y voir des nouvelles très intéressantes. Il y a 4 chaînes de télévision à Moscou. Une nationale, une régionale, une consacrée à l'éducation et une pour les films et les concerts. Le téléjournal est diffusé sur la première chaîne à 21 h. Il s'appelle Vremya, le temps. Toutes les informations diffusées ont été étudiées avec le plus grand soin par un rédacteur en chef et ses adjoints. Le plan de l'émission est vérifié par le comité d'État pour la radio et la télévision. L'ordre des informations est pratiquement toujours le même. D'abord les nouvelles officielles du Kremlin, les déplacements des dirigeants et leurs déclarations, puis des sujets intérieurs, louant par exemple l'esprit civique des travailleurs méritants. Enfin, les questions internationales. L'information intérieure représente les 2/3 du téléjournal. Monsieur Lubovtsev est le rédacteur en chef de Vremya. Мы, как правило, начинаем нашу информационную программу с передачи новостей о внутренней жизни нашей страны. Так сложилось. En règle générale, notre programme d'information commence par les nouvelles concernant la vie intérieure de notre pays. Pourquoi procédons-nous ainsi? Parce que nous nous efforçons de faire en sorte que notre information télévisée, à l'image de l'ensemble de la presse soviétique, aide en premier lieu notre parti à résoudre les tâches qui se posent à notre économie, à notre peuple, à notre pays. Nous savons qu'en Occident, on mettrait en première place un incendie, un accident, une explosion dans une usine par exemple, donc l'accent serait porté sur des détails sensationnels. Для нас, в наших принципах отбора информации, главное это вот. Pour nous, ce qu'il est important d'évoquer dans les informations, c'est ce qui se construit, l'exécution d'un projet décidé par le parti, par le gouvernement.
les prévisions du plan quinquennal de développement, le moment où une de ces prévisions est réalisée, lorsque, par exemple, une certaine usine commence à produire pour le peuple, pour l'économie nationale. La rédaction de Vremya compte 160 personnes, auxquelles il faut ajouter 25 correspondants pour Moscou et les environs, et 100 pour l'ensemble du pays. À l'étranger, Vremya a 44 bureaux de correspondants. Le journal se prépare lentement. On préfère souvent remettre au lendemain une information qui n'a pas été suffisamment vérifiée ou qui n'a pas eu l'aval d'un supérieur. Le choix des informations procède d'une relation hiérarchique verticale avec référence constante à la direction de la télévision. Что касается программы «Время», nous ne considérons pas dans le programme Vremya, par exemple, qu'il existe une information pure, séparée de l'idéologie, des idées et des conceptions politiques. Dans le monde entier, l'information, le choix des nouvelles, la façon de les présenter et tout le reste portent la marque d'une conception qui s'appuie sur la propagande. Mais nous le reconnaissons ouvertement, alors qu'en Occident, on se refuse à en parler. L'édition de Vremya dont nous allons voir des extraits a été enregistrée au mois de février, peu avant les élections au Soviet suprême et au Soviet des nationalités. Nouvelle économique de l'Oural. Fête de la culture ukrainienne à Moscou. Au Kampuchea, la situation se normalise. Les événements d'Iran. Victoire au Madison Square Garden. Aujourd'hui, à Brest, en Biélorussie, a eu lieu une rencontre des électeurs de la circonscription avec le candidat au Conseil des nationalités du Soviet suprême de l'URSS, candidat au Politburo, premier secrétaire du comité central du Parti communiste de Biélorussie, Petrov Mironovich Macherov. Chaleureusement applaudi, il prend la parole. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer mes sentiments de très sincère et profonde reconnaissance à vous tous et à tous les collectifs de travailleurs qui m'ont fait le grand honneur de me choisir comme candidat à la députation au Soviet suprême de l'URSS. Voici un reportage concernant l'éleveur de rennes candidat au Soviet suprême, Anatol Nikolaevitch Tenentekiev. La toundra, les vastes espaces, la course impétueuse des rennes, tout cela, Anatol Nikolaevitch le connaît et l'aime depuis son enfance. Car son grand-père et son père, déjà lorsqu'il était très jeune, se sont efforcés de lui inspirer l'amour de ce métier difficile, le métier d'éleveur de rennes. Vers la fin de la journée, quand le froid soleil septentrional descend à l'horizon, les traditionnels tambourins polaires font résonner la toundra. Ce sont les artistes amateurs de la Maison de la Culture de Manilski qui sont venus donner un concert aux éleveurs de rennes de la meilleure brigade, celle que dirige le candidat au Conseil des nationalités du Soviet suprême pour la région autonome de Koryaski, le communiste Anatol Nikolaevitch Tenentekiev. La télévision en URSS date de 1945. Voici son nouveau siège central. On le construisit entre le 22 avril 64 et le 22 avril 70, le 22 avril étant la date anniversaire de la naissance de Lénine. Devant le centre se trouve la tour TV d'Ostankino. Ses 537 mètres en font la plus haute du monde. La diffusion du programme national est complexe, car l'URSS est un État géant. L'ensemble de son territoire représente le 6e des terres émergées du monde, soit 2,5 fois les États-Unis. Sa largeur du nord au sud est de 5000 km.
sa longueur de 10 000 km. Sa population est de l'ordre de 260 millions d'habitants, répartis entre 120 groupes ethniques et nationalités différentes. L'URSS est divisée en 15 républiques fédérées, qui en principe doivent avoir une frontière avec l'étranger. Les émissions de télévision se font à partir de Moscou et de 123 centres régionaux. Mais seul Moscou diffuse un programme national. Or, le territoire s'étend sur 11 fuseaux horaires. Il faut donc utiliser les satellites. Orbit 1 envoie le programme jusque dans les régions les plus éloignées à l'est, soit Sakhalin, Kamtchatka, Tchoukotka. Le décalage horaire avec Moscou est de 9 à 11 heures. Orbit 2 envoie le programme vers la Sibérie orientale, Primorié. Le décalage de temps est de 5 à 7 heures. Orbit 3 diffuse, lui, vers les républiques d'Asie centrale, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghiz et vers l'Oural, vers la Sibérie occidentale. Cette retransmission se fait par câble. Le décalage est de 4 heures au maximum. Enfin, Moscou diffuse pour les régions qui l'entourent. C'est Orbit 4. La principale source d'information de la télévision soviétique est l'agence TASS, qui a un caractère gouvernemental. C'est l'une des 5 plus grandes agences du monde. Les photographies exposées dans ces vitrines sont à l'image des nouvelles qu'elles donnent. D'un côté, une mise en valeur des résultats obtenus sur le plan interne. C'est, selon Lénine, le rôle de propagandiste actif. Les seules critiques que l'on s'autorise, et qu'on retrouve parfois à la télévision, concernent la baisse de production dans certaines entreprises. Dans la vitrine consacrée au monde occidental, changement de décor. L'accent porte, pour reprendre à nouveau Lénine, sur les contradictions du capitalisme et les conséquences qu'elles entraînent. En Occident, tout est grève, conflit du travail, violence et racisme. Des thèmes, des sujets qu'on retrouvera traités de la même manière à la télévision soviétique. Une émission se consacre uniquement à ce genre de questions. Elle s'intitule Panorama international. Panorama international, les événements de la semaine. Chroniques, faits et commentaires. Dans l'intérêt de la détente. Les Américains et la limitation des armements stratégiques. Les piquets de grève. Lutte des grévistes en Angleterre. La tragédie de la ville de Kamaïs. La répression des travailleurs. La main tendue. La politique de portes ouvertes de l'Égypte. L'art à l'étranger. Un festival politique à Amsterdam. Dans l'une des éditions du mois de février dont nous vous présentons des extraits, un reportage parlait longuement de la crise en Angleterre. Il évoquait les différents mouvements de grève et la lente paralysie du pays. Местные обозреватели подчеркивают, что нынешняя ситуация напоминает кризис 1974 года, когда попытка силой подавить забастовку шахтеров привела к падению консервативного правительства Хита. В условиях экономических потрясений обостряется классовая борьба и в других странах Запада. On peut voir, à travers les bouleversements économiques, la lutte des classes se renforcer également dans d'autres pays occidentaux. En France, l'humanité annonce des manifestations de métallos ou de travailleurs de l'automobile, dont 5000 ont été licenciés. Réponse des travailleurs, grève et manifestations. Дальнейший рост безработицы ожидает американцев. Un nouvel accroissement du chômage menace les États-Unis, qui ont déjà près de 6 millions de chômeurs. Comme l'a annoncé M. George Marshall, ministre du Travail, l'aggravation de ce problème résulte de la politique du gouvernement qui, ainsi qu'il le reconnaît, est prêt à se résigner à l'accroissement du chômage pour tenter de lutter contre l'inflation. Celle-ci atteint près de 10%. La situation n'est pas meilleure au Japon. Au Japon, le correspondant local de la télévision soviétique a tourné un reportage dans la ville de Kamaïs. Cette cité a été gravement polluée par la principale industrie de la région. La population a réagi. Le commentaire est dramatique. Le malheur qui s'est abattu sur Kamaïs a déjà laissé des traces. Des rues désertes, des gens perdus. Il s'agit là d'une véritable tragédie.
Les travailleurs de l'usine, soutenus par tous les habitants de la ville, sont convaincus que s'ils luttent ensemble contre les propriétaires de la compagnie, ils pourront agir. Le lien entre le pouvoir et la télévision est absolument clair. C'est un organe d'État avec toutes les codifications que cela suppose. Le président de la télévision, M. Lapine, a rang de ministre. Il fait partie du gouvernement. Cette situation se reflète dans l'appellation même de l'organisme. Le centre de télévision de Moscou est gigantesque, moderne et parfaitement équipé de matériel français, allemand, anglais et soviétique. Il compte 21 studios et emploie 10 000 personnes pour l'ensemble des 4 chaînes. Chaque point névralgique de la capitale, le Kremlin, la Place Rouge, les stades sportifs, sont équipés de manière à permettre immédiatement l'enregistrement d'une émission. La télévision centrale diffuse par ses 4 canaux 70 heures de programmes par jour. Ils sont tous transmis en couleur. Chaque matin, on rediffuse le programme présenté la veille entre 15 h et 23 h. La télévision soviétique se caractérise par l'absence totale de sexe et de violence gratuite dans ses programmes. Parmi les thèmes qui sont le plus souvent évoqués, le travail occupe une place toute particulière. Tout se passe comme si la télévision avait pour ambition de distraire et d'informer les travailleurs, sans leur faire oublier qu'ils devront s'efforcer de produire davantage le lendemain sur leur lieu de travail. Ce rappel, on le trouve au détour des couloirs de la télévision sous forme de tableau d'honneur. Может быть, вы, если ездили по советской стране, видели, что перед проходными заводскими или на колхозной площади в центре... Si vous avez voyagé en Union soviétique, peut-être aurez-vous remarqué à l'entrée des entreprises ou sur la place centrale des kolkhozes qu'on y trouve toujours un tableau d'honneur où figurent les portraits des meilleurs travailleurs, ceux qui remplissent les normes dans les délais fixés ou qui les dépassent. Dans notre pays, ce sont les gens les plus respectés. On voit sur ces tableaux les meilleurs citoyens de la ville, les meilleurs du village. Ainsi, la télévision est, en un sens, le tableau d'honneur de toute l'Union soviétique, car nous sommes les propagandistes des meilleurs dont nous faisons connaître le travail. Nous sommes dans l'immense taïga sibérienne. Ces bus conduisent de jeunes travailleurs volontaires vers les chantiers du BAM, un chemin de fer qu'on construit parallèlement à celui du transsibérien. Les conditions d'existence sont très difficiles dans cette région et la main-d'œuvre rare. Chaque mois, la télévision consacre un programme d'1 heure à la construction de cette voie ferrée. C'est l'occasion de mettre en valeur ces jeunes gens qui n'ont pas hésité à accepter une vie très rigoureuse. Cette semaine, l'émission parle des conducteurs de camions qui, dans le froid, la neige et le gel, accomplissent leur besogne pour transporter le matériel. Vous savez, attendre c'est difficile quand même, surtout la nuit, quand vous sentez que le travail devrait être terminé et que le mari n'est pas encore là. On se demande ce qui se passe. C'est dur parce que les routes sont mauvaises, les véhicules s'embourbent. Mais quand on travaille en groupe, on s'entraide pour dégager les camions. On se donne tous la main, sinon cela ne marcherait pas. Il nous est arrivé de mettre 48 heures pour faire 80 km. C'était l'hiver, et on remorquait une excavatrice.
Des thèmes tels que la stimulation au travail et l'encouragement à l'accroissement de la production sont repris dans les films et les pièces de théâtre que la télévision soviétique monte et présente à son public. Elle a une organisation qui s'appelle Écran et qui tourne 150 à 180 films documentaires ou dramatiques par an. En outre, la télévision commande chaque année une centaine de films aux différents studios de cinéma du pays. Ici, par exemple, on tourne un film dont l'action se situe quelque part en Sibérie. Il est question d'un père qui s'oppose au mariage de son fils. Les thèmes sociaux et la guerre font l'essentiel des feuilletons en URSS. Papa, Platon, давайте обедать. Я за прокладкой съеду. А Соня что, тоже прокладки делает? Тебе-то что? Делай! La culture occupe une part prépondérante dans les programmes. Son rôle, stimuler l'individu, élever son esprit, lui présenter une vision positive du monde. Nous sommes ici au Bolchoï, où l'on prépare l'enregistrement d'un opéra. La 4e chaîne moscovite est spécialisée dans le domaine du spectacle. Elle propose plus de 20 concerts par mois. L'ensemble de la télévision moscovite a diffusé l'an dernier 1246 heures de programmes consacrés à la musique, au ballet et à l'opéra. Moscou ne possède qu'une trentaine de théâtres. Les places sont très difficiles à obtenir car tout est plus ou moins réservé par avance à des organisations ou à des touristes. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'être parmi ces privilégiés, il reste le petit écran. Au programme ce soir, la Kovenchina de Moussorski. Il y a quelques années, cet opéra n'était pas interprété. Comme il évoque des problèmes de foi chrétienne, il était considéré comme un des symboles de ce qu'on appelle aujourd'hui l'ancienne religion. Les programmes présentés restent dans l'ensemble d'un classicisme très rigoureux. Ils remportent d'ailleurs un vif succès. L'enregistrement de ce soir sera diffusé dans tout le pays et repris par la France et l'Italie. Les spectacles sont d'autant plus appréciés qu'ils correspondent à une sensibilité russe, une sensibilité qui puise ses racines dans une culture encore très présente. Samedi matin, dans le jardin Alexandre, un parc au pied du Kremlin. Des enfants âgés de 8 à 11 ans se rangent devant la tombe du soldat inconnu. Il s'agit de pionniers, c'est-à-dire de membres d'une organisation de scouts politiques qui réunit presque toute la jeunesse. Leur code, être loyal à sa patrie, au parti, au communisme, prendre modèle sur les héros de la guerre et ceux du travail. La télévision soviétique consacre 1 heure de programme par semaine aux pionniers.
Un thème revient très souvent dans ces émissions, c'est celui de la guerre. Ici, un ancien combattant raconte ses souvenirs. Là-bas, il y avait un petit pont. Près de 700 hommes y sont tombés. Il fallait retenir les Allemands justement aux abords de Stakovo. Ensuite, notre détachement a aidé ceux de la division Pankilov à retenir l'ennemi. Après avoir fait sauter le pont Stanovelchensky. C'est ici qu'on a retenu les Allemands durant 3 ou 4 jours. Ainsi, la division Pankilov a-t-elle pu concentrer des troupes fraîches. C'est de cette manière que l'action des partisans de notre région et celle de la division d'Ivan Vassilievitch Panfilov ont joué un rôle essentiel dans la défense d'Ostakovo et de Volokolamsk. Замерзнуть не успела Руза, как двинулись на смертный бой грузовики с гремучим грузом и танки тесную толпой. На миг мелькнув попахой сивой и сединою на виске, Иван Васильевич Панфилов промчался на броневике. Шли добровольцы Подмосковья, шли горняки и слесаря, туда, где порохом и кровью обозначала путь заря. Когда едешь по шоссе, и сейчас ты видишь, памятниками отмечен этот путь. Рисуют мальчики войну, рисуют мальчики войну, рисуют мальчики бои, что им по счастью незнакомы. Très tôt, en URSS, on apprend aux enfants ce qu'a été le sacrifice des générations précédentes. 20 à 23 millions de morts lors de la dernière guerre. Il manque presque un grand-père par famille. C'est pourquoi la paix semble si précieuse qu'on la retrouve dans les dessins de ces mêmes enfants. Le souvenir de 39-45 est utilisé comme une sorte de ciment national. Ici, les jeunes ont écrit « Paix au monde, bonheur aux enfants ». En URSS, il y a une cinquantaine d'universités comme celle-ci à Moscou qui accueillent près d'un demi-million d'étudiants au total. Dans le domaine de l'éducation, les programmes scolaires en URSS visent 2 buts. Enseigner le marxisme-léninisme et préparer la satisfaction des besoins économiques et sociaux. Donc une place primordiale revient à l'enseignement des sciences exactes et des techniques. Des instituts spécialisés complètent l'enseignement supérieur. Si on ajoute encore les cours du soir pour le recyclage des adultes, le nombre total de gens qui poursuivent des études est de 4,5 millions. L'université Lomonosov à Moscou serait 15 fois plus grande que la plus vaste université américaine. Des efforts sont faits pour que les instituts et les universités soient accessibles au plus grand nombre, mais le territoire est tellement étendu que les établissements scolaires existants ne suffisent pas. C'est dans ce secteur que la télévision peut prendre le relais. Elle dispose en effet à Moscou d'une chaîne éducative qui diffuse 7 heures de programme durant la journée. La télévision scolaire touche divers domaines des sciences, de la littérature et des arts. Elle s'adresse aussi bien aux élèves du secondaire qu'aux étudiants plus avancés. Elle prépare à l'entrée des hautes écoles, elle organise des cours réguliers, elle engage des professeurs qui corrigeront les devoirs que les téléspectateurs enverront. Ici, elle procède à l'enregistrement d'une émission de perfectionnement scientifique pour les médecins soviétiques.
Un spécialiste d'un grand institut fait un exposé sur les problèmes des allergies. Ce programme n'est pas destiné au grand public. Il s'adresse uniquement au personnel soignant. Une équipe de réalisateurs de la télévision ne s'occupe à longueur d'année que de cette émission de recyclage médical. Afin d'être constamment au courant des derniers progrès de la science, un médecin doit tous les 5 ans suivre un cours spécial et obligatoire afin d'améliorer sa qualification. Section importante aussi, celle des langues étrangères. Chaque semaine, la télévision propose 4 émissions qui sont des cours d'anglais, de français, d'espagnol et d'allemand. L'émission du jour est diffusée 3 fois. En URSS, dès la 2e année de l'école secondaire, tous les enfants doivent apprendre une langue étrangère. L'anglais est très en vogue, le français aussi. Ces jeunes gens sont étudiants et ils préparent un concert avec leur professeur. Amis téléspectateurs, soyez les bienvenus à notre concert. Soyez les bienvenus. Добро пожаловать на наш новогодний концерт. А вернее, на его репетицию. Eh bien, chers amis, soyez les bienvenus à l'émission Julie Couture. La belle Hélène voudrait venir aller, la belle Hélène voudrait venir aller. Ma chère mère, m'y laisserez-vous aller? Ma chère mère, m'y laisserez-vous aller? Le public écoute beaucoup les émissions éducatives. Le public s'intéresse beaucoup à ces émissions parce que chaque personne dans notre pays veut étudier. C'est pourquoi on s'intéresse beaucoup à notre programme. Vous pouvez voir dans le métro, dans le transport commun, presque chaque voyageur lit toujours. Vous voyez beaucoup de livres, beaucoup de journaux dans les mains des citoyens soviétiques. Il y a une grande soif d'apprendre. Le livre est en effet le passe-temps numéro 1 en URSS et le concurrent direct de la télévision. Le moscovite achète par exemple 16 ouvrages par an, ce qui en fait le plus grand lecteur du monde. Dans les 300 000 librairies et les 300 000 bibliothèques du pays, on peut chaque année trouver 85 000 nouveaux titres dont le tirage total est de 1,5 milliard. Les textes à caractère politique représentent le quart de cette production. Les œuvres de Lénine ont fait l'objet de 11 000 éditions traduites en 102 langues étrangères et tirées à 420 millions d'exemplaires. Les soviétiques lisent beaucoup de romans, mais les récits qu'ils pourront se procurer auront dû passer la censure de la Glavit, l'édition d'État, qui doit donner son imprimature et écarte tous les livres qui auraient, selon elle, un caractère anti-soviétique. Autre émission scolaire importante, l'enseignement du russe. En Union soviétique, il y a 89 langues différentes et seul le russe permet aux uns et aux autres de se comprendre. Ici, il s'agit d'un cours de grammaire donné par le petit-neveu de Léon Tolstoï. Dans toute l'URSS, l'enseignement du russe est obligatoire. Quelle est la part de l'éducation dans l'ensemble des programmes de la télévision? Je pense que presque un tiers de tous les programmes. C'est pourquoi les émissions éducatives jouent un grand rôle dans la télévision soviétique.
Mais comment finalement le public peut-il émettre une opinion sur les programmes de la télévision? Eh bien, il le fera en écrivant des lettres, ce qui est une attitude aussi soviétique que de poser pour le photographe devant le Kremlin. M. Brejnev en reçoit 600 000 par mois, la TV 230 000. Selon les responsables, il serait tenu compte des avis ainsi exprimés. Mais toujours selon les mêmes sources, les critiques porteraient surtout sur le sport et la variété. Une fois par année, on publie pour la direction de la télévision un recueil qui fait la synthèse de toutes les opinions émises. Ce qu'il y a de sûr, c'est que si en URSS les problèmes de consommation sont encore nombreux et que l'achat par exemple d'une voiture peut correspondre à plusieurs années de salaire, le gouvernement a voulu faciliter la vente des postes de télévision. Cela lui permet bien sûr d'accroître la diffusion de l'information, de la culture et de la propagande. La population soviétique possède 65 millions de téléviseurs. Un poste noir-blanc coûte 250 à 300 roubles, soit l'équivalent de 2 mois de salaire environ. Mais ensuite, les téléspectateurs soviétiques ne paient aucune redevance, aucune concession à l'État. C'est l'État qui finance totalement une télévision qui, bien entendu, n'a aucune publicité qui puisse accroître ses moyens financiers. Il est d'ailleurs possible d'acheter son poste à crédit. Il faudra alors le régler en 12 mensualités. Certains magasins vous proposent même, ce qui est une innovation, de vous le livrer à domicile. Le système de télévision adopté en URSS est le SECAM français. Cependant, il a été modifié de sorte qu'aucun programme occidental diffusé par satellite ne puisse être repris dans le pays. Les postes de télévision couleur coûtent entre 600 et 700 roubles, ce qui correspond à 4 à 5 mois de salaire. On en compte aujourd'hui 3 millions, donc 1 sur 20 postes vendus. Le succès de la télévision s'explique d'autant mieux qu'en URSS, les gens restent beaucoup chez eux. À cela, diverses raisons. Le climat, souvent rude, les distractions un peu rares et l'esprit casanier de certains. O kishini qo'yavering. Dimog'iga tushgan qurtlarni hujrasida ochgan jo'jalariga terib beryapti. L'émission que vous êtes en train de voir n'est pas en langue russe. Elle est enregistrée quelque part en Asie centrale, à plus de 3000 km de Moscou. Nous sommes dans un autre monde. Cette dramatique relate les difficultés d'un jeune asiatique qui, au début du siècle, souffrait des contraintes que lui imposait la société féodale de l'époque. Tout cela se passe en Ouzbékistan, dans l'une des 15 républiques fédérées du RSS. Cette république a une frontière commune avec l'Afghanistan. Elle ne se trouve pas très loin de l'Iran et même de la Chine. Ses villes principales sont Tashkent, Samarcande et Bukhara. Sa surface est comparable à celle de la France. Elle compte environ 15 millions d'habitants. Sa population comprend des Ouzbeks à 60%, des Tadjiks, des Kazakhs, des Turkmènes et des Tatars, qui sont tous d'origine turco-mongole. Mais dans cette région, on rencontre aussi une forte minorité de Russes, d'Ukrainiens, d'Arméniens et de Grecs. Au total, plus de 100 nationalités différentes. L'Ouzbékistan se caractérise aussi par sa production de fruits et de légumes. Les cultures vivrières sont exploitées dans des kolkhozes comme celui-ci, qui est le plus important de la République et qui porte le nom de Moscou.
Il s'agit donc d'une coopérative réunissant plusieurs centaines de paysans. Elle se trouve à 20 km de la capitale Tashkent. Sa direction est assurée par l'Assemblée générale des kolkhosiens qui élit le conseil d'administration et son président. Ce kolkhoz fait la fierté du pays et c'est pourquoi il a souvent les honneurs de la télévision. Aujourd'hui, en effet, une équipe de la télévision ouzbek, qui est l'une des 123 télévisions régionales du RSS, est venue faire un reportage pour l'actualité locale sur la production des citrons. Dans le kolkhoz Moscou, on a obtenu des résultats très positifs. C'est pourquoi il faut en parler. Le correspondant local fera l'interview du président du kolkhoz, qui est également décoré du mérite du travail. C'est presque toujours lui qui est interrogé quand des journalistes viennent en visite ici. Vous êtes interviewé parce que vous êtes d'autre part un héros du travail. Alors qu'est-ce que c'est qu'un héros du travail? Le meilleur travailleur socialiste est choisi parmi les hommes qui ont un rendement au-delà de la moyenne de l'ensemble. Il représente la civilisation de notre pays, son organisation sociale. Il est aussi un exemple de l'idéal du comportement héroïque. Il doit être un modèle pour les autres. Mais vous savez, chez nous, parmi les travailleurs d'élite, il y a beaucoup de gens qui en ont fait autant que moi. En 1971, quand on m'a décerné le titre de héros national socialiste, d'autres recevaient en même temps que moi cette distinction qui est le titre le plus envié du pays. Tashkent, la capitale où se trouve le siège central de la télévision, est un symbole pour l'ensemble de l'URSS. Gravement endommagée en 1966 par un tremblement de terre, elle fut rebâtie grâce à l'aide des autres républiques. Des quartiers entiers furent reconstruits dans le style des fédérations qui étaient venues apporter leur aide, ce qui donne à l'ensemble une valeur symbolique. Ici, des jeunes filles posent pour un photographe. Elles ont 16 ans. Elles viennent de recevoir leur passeport intérieur qui leur permet de se déplacer à l'intérieur du pays. Elles sont devenues citoyennes à part entière, mais leurs chances de recevoir le passeport qui permettrait d'aller à l'Occident sont rares. Elles se contenteront de voir des documentaires à la télévision, des documentaires qui sont très populaires. La télévision ouzbek a 3 chaînes, une en langue du pays, une qui reprend le programme national diffusé depuis Moscou, une plus modeste qui retransmet les programmes des républiques voisines. Le 70% des émissions réalisées ici sont en ouzbek, le reste en russe. Dans le domaine de l'information, il y a 3 journaux télévisés. Celui de la chaîne nationale, Vremia, qui naturellement est diffusé en russe. Il est le plus important par le nombre des séquences images et par la longueur. Les 2 autres sont diffusés par la chaîne régionale, l'un en ouzbek, l'autre en russe. Ils reprennent les grandes informations et les communiqués de l'agence TASS. Ils disposent de quelques séquences internationales envoyées par Moscou et réalisent eux-mêmes les reportages sur la vie intérieure de la République fédérée. Là aussi, dans les locaux même de la télévision, un leitmotiv, la valorisation du travail. При этом особое внимание уделяется бережному расходованию материала. Каждый день на новостройке Ташкента... Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi la télévision ouzbek donne un bulletin d'information en russe? Ну, дело в том, что в нашей республике живет... Le fait est que dans notre République, il y a 15 millions d'habitants qui appartiennent à diverses nationalités. Et presque tous savent le russe. C'est pourquoi il y a une émission en russe et l'autre en ouzbek. Une partie de la population suit les émissions en russe, une autre en ouzbek. De cette façon, nous touchons tous les téléspectateurs. Est-ce que dans ce bulletin, vous avez des documents à vous, des documents que vous faites vous-même? Ну, в основном все материалы
Pour l'essentiel, nous préparons nous-mêmes nos documents, car notre TV est locale et concerne notre population, ses ouvriers, ses agriculteurs. Comprenez-vous, nous avons notre propre culture ouzbek originale. Donc pour l'essentiel, nous préparons les matériaux nous-mêmes. En ce qui concerne les informations de caractère international, nous les trouvons dans les journaux ou nous les recevons directement de Moscou. À la télévision ouzbek, ce sont les émissions de culture régionale qui représentent la majeure partie du programme. C'est, semble-t-il, la véritable sphère d'autonomie. On y rappelle par des évocations littéraires, musicales ou par des pièces de théâtre l'originalité de cette société, son caractère propre, son histoire. Tout cela se fait bien entendu dans une perspective marxiste-léniniste. Il y a de fréquents rappels à l'amitié entre pays socialistes et en particulier à celle qui unit au grand peuple frère russe, mais avec la volonté de promouvoir tous les particularismes de l'Ouzbékistan. Ici, on procède par exemple à l'enregistrement en différé d'un concert et de danse du ballet national qui se produit très souvent à la télévision. Ces productions folkloriques sont reprises à la télévision nationale à Moscou car le public les apprécie beaucoup. On ne compte pas moins de 270 000 groupes amateurs qui se produisent dans le pays. Cette forme d'art est privilégiée dans les programmes car elle permet de rappeler la grandeur de l'Union des républiques socialistes et sa diversité. La télévision offre d'autre part plusieurs heures d'émissions de variété par semaine. Les chanteurs, les groupes y ont des attitudes réservées. Tout se fait dans la retenue, pas d'excentricité, pas d'outrance, de la mesure en toute chose. Pourtant, l'influence des modes occidentales commence à se faire sentir. Ce n'est pas encore l'audace, mais le début d'un changement. On présente quelquefois un concert de musique pop, mais on leur préfère encore des chorégraphies amusantes. Ici, c'est le corps de ballet moderne de la télévision qui danse. Comme
Comme c'est le cas dans beaucoup de télévisions, et la télévision soviétique n'échappe pas à la règle, il y a parfois une distance entre l'image de la société qu'elle projette et la réalité. Un exemple parmi d'autres, le rôle de la femme. La citoyenne de Moscou, de Kiev ou de Novosibirsk peut-elle s'identifier aux personnes invitées dans les émissions? Y trouve-t-elle des solutions à ses problèmes quotidiens ou simplement une vision volontairement optimiste de la société dans laquelle elle évolue? En fait, là aussi, il n'y a pratiquement aucune prise de parole qui échappe à l'officialité. Souvent, on préfère donner un reflet plutôt euphorique, stimulant des choses et des gens. Послушай меня. Успокойся. Соберись с мыслями. Да, и еще раз поздоровайся. Ну, почему нет? Нервожатая Наташа Харитонова. Une émission très populaire s'intitule « À vous les jeunes filles ». C'est une forme de concours qui porte essentiellement sur les métiers que des femmes exercent, une sorte de promotion professionnelle. Celles qui participent à ces joutes sont toutes jolies, élégantes, adroites. Ici, on fête les vainqueurs d'émissions précédentes. Le public intervient un peu dans l'émission. Il écrit pour dire quelle est la concurrente qu'il a préférée. Et chaque fois, on reçoit des centaines de lettres. Voici les héroïnes du jour. Chacune représente une profession. Chacune a été sélectionnée sur son lieu de travail où de nombreux concours internes sont organisés. Chacune s'est entraînée longuement afin de savoir danser, réciter des vers et avoir du maintien. Пожалуйста, Люда. Людмила Тимарева. Людмила Татьяничева – русская девушка. Ей 18 лет, не более. Вишневый рот, лучистый взгляд, как у березки в чистом поле. Красив и прост ее наряд. Зеленые кофточки из ситца на круг выходят не спеша. Вздыхают женщины, царица. Бледнеют парни, хороша. Ici, un autre jeu. Chaque jeune fille a écouté un air musical différent et à partir de cela, elle a dû coiffer un spectateur. Voilà, c'est tout. Selon vous, à qui ressemblez-vous? Un clown, peut-être. Et vous, Galia, qu'avez-vous fait? J'ai voulu représenter Paillasse. Merci. Ainsi, Paillasse était la seconde coiffure. Envoyez, s'il vous plaît, le troisième extrait. Nous venons d'entendre une valse de Khatchatourian inspirée de l'œuvre de Lermontov, La Mascarade. Sans doute s'agit-il de Nina Arbinine. Je pense aussi que c'est Nina Arbinine. Merci. La musique, s'il vous plaît. À vrai dire, je ne sais à quelle corporation j'appartiens, mais ce dont je suis sûr, c'est que je suis un marchand. Effectivement, c'est exact. Je voulais représenter un marchand. Un marchand. Elle a réussi, même si on ne sait à quelle corporation appartient ce personnage. Enfin, le dernier extrait, s'il vous plaît. Bien entendu, les prix distribués au terme du concours ne sauraient être de l'argent. Chaque jeune fille recevra du chocolat et la gagnante des fleurs. Парикмахер Наталья Кузина.
Samedi matin à Moscou, au jardin Alexandre, des fleurs à nouveau. Ce sont des bouquets que les jeunes mariés déposent sur la tombe du soldat inconnu, une manière de respecter la mémoire des disparus et de les associer au bonheur de l'instant. Cette volonté de se souvenir, on la retrouve presque quotidiennement à la télévision. Ici, par exemple, dans une émission qui s'intitule « De toute mon âme ». La séquence que nous allons vous montrer a été tournée dans une ville de l'Oural. Un de ses habitants, M. Valentin Yeroshkin, avait fait la guerre 39-45 aux côtés de son meilleur ami, Nicolas Levikov. Tous deux s'étaient promis que s'ils survivaient et qu'ils avaient des enfants, leur premier fils porterait le prénom de l'autre. Puis la guerre les a séparés. Valentin Yeroshkin n'a jamais revu Nicolas Levikov. On lui a même dit qu'il était mort. Valentin Kirillovitch Yeroshkin, je vous prie de monter sur la scène. Dites-nous, Valentin Kirillovitch, vous avez donc tenu la parole donnée à votre ami? Oui, je l'ai tenu. Et votre fils, vous l'avez appelé? Nicolas. Votre ami, lui aussi, a tenu parole. Et il a appelé son fils aîné Valentin. Valentin Kirillovitch ne l'a pas su directement. Et il a appris une triste nouvelle, que son ami Nicolas Levikov n'était plus et que personne ne connaissait son fils. Et pourtant, il aurait tant voulu découvrir ce petit Valentin pour qu'il devienne son second fils. Mais les recherches n'ont abouti à rien. C'est seulement aujourd'hui, cher Valentin Kirillovitch, que nous pouvons vous l'annoncer. Nous avons retrouvé ce jeune homme, Valentin Levikov. Il est vivant. Il a terminé un institut et travaille à Kaliningrad. Mais à quoi bon parler? Le voici. Je suis si heureux de rencontrer le frère d'armes de mon père. Bien sûr, il est dur en de telles minutes de dire quoi que ce soit, alors que tous les yeux sont braqués sur vous. Nous n'allons pas leur demander de prendre la parole aujourd'hui. Ils auront l'occasion de le faire demain. Savez-vous, camarades, combien merveilleuse serait cette rencontre si Nicolas Levikov était encore en vie? Valentin Kirillovitch, croyez-vous au miracle? Eh bien, il a survécu, votre ami, et il est venu aujourd'hui vous rejoindre. Jouer en silence ou avec éloquence, que ce soit en héros
ou en figurant, devant tous, on répondra pas seulement de soi, mais de l'époque. Il y a Ehrenburg. Une télévision est rarement en contradiction avec la société dans laquelle elle se trouve. Il arrive cependant qu'elle ne traduise pas toutes les aspirations, qu'elle en privilégie, qu'au miroir elle préfère une vision plus euphorisante. Cela s'explique mais ne se justifie pas toujours. La télévision soviétique est un peu à cette image. De l'évolution de son langage, de son ouverture, pourraient bien dépendre les dialogues de demain.